Il disait que l'A-10 était obsolète. Il n'était pas furtif. Il était trop vieux. Il ne pouvait jouer un rôle dans la guerre moderne. Une milice iranienne vient de découvrir que tout ce discours est absurde, et elle l'a appris à ses dépens. Un A-10 a survolé la zone, et toute la milice a pu le voir arriver. Puis ils ont entendu, et ils ont su qu'il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire. C'est l'apocalypse signé A-10, alors que le bon vieux de l'armée de l'air américaine vient de semer la destruction en Iran. Cette fois, l'A-10 Warthog américain n'a pas frappé une cible en Iran, il a frappé l'Irak. Le 25 mars, un A-10 s'est rendu dans la province d'Al-Anbar, en Irak, pour lancer une attaque dévastatrice contre la base de Habbaniyah dans ce pays. Cette base est située à environ 80 km de Bagdad, et elle abrite des soldats de l'armée irakienne. Mais attendez, les États-Unis sont en guerre avec l'Iran, pas l'Irak. Alors pourquoi un A-10 franchit-il la frontière irakienne? Eh bien, la réponse tient en 3 mots. Force de mobilisation populaire, ou PMF. Maintenant, il s'agit de la milice, soutenue par l'Iran, qui a rejoint des membres de l'armée irakienne, sur la base que les États-Unis viennent de frapper. Et l'A-10 américain vient de les rayer de la carte. Des images de la frappe ont déjà émergé, et elles offrent une vue intéressante de l'A-10 en action. On aperçoit l'avion de guerre américain survoler la base ciblée, et l'A-10 semble presque voler tranquillement pendant quelques secondes. Puis on entend le fameux brrrr. C'est l'A-10 qui tire des dizaines de projectiles avec son canon GAO 8 Avenger de 30 mm sur la base. Et cette seule rafale a suffi. D'après ce qu'on voit sur les images, il semble que l'A-10 effectue une passe d'attaque à angle élevé, vu la façon dont il apparaît dans le ciel. Ce n'est pas une frappe à faible angle. L'A-10 n'est pas près du sol. Cela nous indique que la base de la milice irakienne dispose probablement de systèmes de défense aérienne portables ou manpads, et que l'A-10 devait rester en altitude pour ne pas être menacé. L'approche à angle élevé a fonctionné. L'A-10 a tiré ses rafales, et la milice iranienne a été complètement anéantie. Les forces du PMF iranien ont tenté de répondre à la menace terrifiante qui planait au-dessus d'eux, et d'autres images partagées sur X montrent qu'ils ont sorti un canon automatique Zu-23-2 dans une tentative désespérée d'abattre l'A-10 avant qu'il ne puisse accomplir sa mission. C'est l'un des systèmes anti-aériens, mais ce n'est certainement pas le meilleur choix pour faire face à l'avion d'attaque américain. Le Zu-23-2 est un canon anti-aérien datant de l'époque soviétique, et quand on parle d'époque soviétique, on veut dire vraiment les débuts de la construction militaire soviétique. C'est un canon qui a été conçu à la fin des années 1950, et il n'est capable de fournir qu'une défense aérienne à basse altitude. À une époque, c'était l'un des systèmes de défense aérienne les plus utilisés mondialement. Mais aujourd'hui, les canons jumelés de 23 mm, montés sur le Zu-23-2, ne sont plus capables de faire face aux aéronefs modernes. L'A-10 n'est pas vraiment moderne, et il a déjà été question de le retirer, ce que nous allons aborder. Il lui suffisait de suivre la trajectoire d'attaque à haute inclinaison évoquée plus tôt, et les forces du PMF à la base de Habbaniyah étaient anéanties. Brutal! Cela a résonné dans le ciel. Ces forces ont été mises en pièces par l'A-10. Le ministère irakien de la Défense a déjà précisé les dégâts. Ils ont confirmé que la frappe de l'A-10 a touché l'infirmerie du bâtiment d'ingénierie de la base de Habbaniyah, détruisant 2 éléments essentiels au fonctionnement de la base. Les PMF auraient eu grand besoin de ces installations médicales détruites, car l'A-10 a également fait de nombreuses victimes. Le ministère de la Défense affirme que 7 soldats de l'armée irakienne ont été tués et 13 autres blessés. On ne sait pas s'il s'agissait de membres des PMF ou de l'armée irakienne officielle, mais au final, cela importe peu. L'Irak l'a bien cherché en donnant le feu vert au PMF pour utiliser la base de Habbaniyah, et il en paie maintenant le prix. Cela peut paraître fou que les États-Unis aient étendu l'opération Epic Fury hors d'Iran. Cependant, cela commence à avoir du sens lorsque vous réalisez que les États-Unis sont maintenant dans une phase où ils ont atteint une supériorité aérienne presque totale sur l'Iran, et qu'ils font désormais tout leur possible pour minimiser la menace qui pèse sur les troupes américaines. Ces soldats restent actifs dans le golfe Persique, visant désormais à rouvrir le détroit d'Ormuz. Les milices soutenues par l'Iran peuvent ainsi agir indépendamment à l'étranger, créant une menace extérieure à l'Iran. Les États-Unis doivent contrer cette menace, et l'opération Epic Fury pourrait alors devenir plus sérieuse, car les milices iraniennes n'ont pas encore vraiment marqué leur présence dans la guerre. L'un des principaux défis contre l'Iran est que vous n'avez pas affaire qu'à ce pays et à son armée. L'Iran a soutenu des milices à travers le Moyen-Orient et le Golfe, pour former un réseau de combattants par procuration, lui permettant d'étendre son influence et de riposter par des attaques asymétriques lorsque l'Iran lui-même est menacé. Certains d'entre eux vous sont peut-être déjà connus.
Le Hezbollah au Liban cherche lentement à contrôler le pays. Mais la guerre d'Israël contre le Hamas en Palestine complique ce projet. Car les forces de défense israéliennes ont aussi attaqué le Hezbollah à plusieurs reprises. Le Hezbollah participe activement aux combats actuels, ayant tiré des missiles sur le centre d'Israël au moment de l'annonce de la frappe de l'A-10 contre les PMF. Et d'ailleurs, le Hamas est une autre milice soutenue par l'Iran, tout comme les Houthis au Yémen, qui ont passé une grande partie de 2024 et une partie de 2025 à rendre la mer Rouge aussi dangereuse pour les navires marchands que ne l'est actuellement le détroit d'Ormuz à cause de l'Iran. Les Houthis sont sur le point de refaire la même chose puisqu'ils ont menacé de fermer la mer Rouge à la suite de l'opération Epic Fury. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur Surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. L'Iran a longtemps agi en tyran au Moyen-Orient tout en bénéficiant d'un déni plausible. Presque tout le monde sait qu'ils sont financés par le régime iranien. Mais ces milices permettaient à l'Iran de lancer des attaques sans se salir les mains. Elles ont aussi élargi l'influence de l'Iran sur d'autres nations, lui permettant de bâtir un empire par procuration qu'il peut mobiliser, comme on l'observe environ un mois après le début de l'opération Fureur et Pique et Lion rugissant. Le Yémen, le Liban et la Palestine sont tous touchés par ces milices. Et comme nous pouvons le voir avec les PMF, une partie de l'Irak est également sous l'influence de l'Iran. Il n'est pas tout à fait exact d'appeler les FMP un seul groupe de milices. Les FMP sont plus dangereux que cela, comme le souligne la London School of Economics and Political Science. Elle affirme que les PMF sont en réalité une organisation parapluie, sous laquelle se trouvent entre 50 et 70 groupes de milices distincts qui partagent leur attention entre au moins 3 entités différentes. L'Iran est l'une d'entre elles, bien que les PMF aient également tenté de s'intégrer dans l'armée irakienne et de s'établir comme une branche distincte de l'État irakien, un peu comme le corps des gardiens de la révolution islamique, ou CGRI, l'a fait en Iran. Il semble maintenant probable que le CGRI soit l'organisation qui fournit le soutien financier, ainsi qu'une partie de la force militaire, dont les PMF ont besoin. Quant à l'Irak, il semble entretenir une relation d'amour-haine avec les PMF. D'une part, des groupes relevant des PMF se sont affrontés avec le gouvernement irakien, comme nous l'avons vu lorsque quelques brigades des forces de mobilisation populaire chiites ont pris d'assaut le ministère de l'Agriculture irakien en juillet 2024, mais d'autre part, l'Irak a adopté des lois permettant aux PMF d'opérer sur son territoire, et selon le Washington Institute, le financement public irakien en faveur du groupe est en augmentation. La même source indique que les PMF ont initialement reçu la bénédiction de l'État pour reprendre le territoire irakien à l'État islamique, ce qui a conduit à ce mélange avec le gouvernement irakien. Il semble que le gouvernement irakien se soit tiré une balle dans le pied, avec ces décisions qui ont permis aux PMF de prendre de l'ampleur. Nous avons déjà dit que l'Irak a provoqué l'attaque américaine menée par un Hadix, mais ce n'est pas la raison. La situation avec les PMF s'est aggravée. Maintenant, avant de vous expliquer comment, voici une petite parenthèse pour vous rappeler que vous regardez The Military Show. Et si vous trouvez des informations utiles sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer une vidéo. Maintenant, l'Irak a commis une erreur à Habania. C'est selon le Times of Israel, qui a rapporté le 24 mars que le Conseil de sécurité nationale irakien avait autorisé les PMF à exercer leur droit à l'autodéfense et à répondre à toute attaque visant leur position, selon le média.
Ce qui équivaut à un feu vert pour les opérations des PMF soutenues par l'Iran sur le territoire irakien, a suivi une attaque précédente contre le quartier général des PMF qui a tué au moins 15 combattants et laissé un commandant des PMF mort. Un jour plus tard, des images sont apparues montrant l'A-10 Warthog américain ouvrant le feu sur la base de Habania. Et un jour après cela, nous avons appris 7 autres morts et 13 victimes. Maintenant, aussi étrange que cela puisse paraître, ce que nous voyons peut-être de la part des États-Unis ici, c'est le tir de quelques coups de semonce. Le gouvernement irakien donnant la permission au PMF de se défendre est le dernier exemple de ce groupe de milices, soutenu par l'Iran qui s'immisce dans la structure nationale de l'Irak. Les États-Unis ne veulent pas voir cela se produire. Plus les PMF gagnent en influence en Irak, plus il est probable que ce pays combatte avec l'Iran lors de l'opération Epic Fury. Ainsi, El Hadix et ses canons de 30 mm ont peut-être donné à l'Irak un avant-goût de ce qu'il attend s'il accorde trop de pouvoir au PMF. Autrement, et de façon bien plus simple, les États-Unis voulaient y porter un coup à l'une des nombreuses milices iraniennes stationnées à travers le Moyen-Orient. Et ils en ont choisi une qui se trouve dans un pays suffisamment proche de l'Iran pour représenter une menace pour les forces américaines. L'Irak a une courte côte sur le golfe Persique, et sa position à l'ouest de l'Iran permettrait aux forces du Hajj al-Sha'abi de potentiellement attaquer les forces américaines opérant dans le détroit d'Ormuz. C'est ce qui se cache derrière le problème initial. Les États-Unis tentent d'éviter une aggravation dans le détroit d'Ormuz. L'Iran tente de verrouiller cette voie navigable cruciale depuis le début de l'opération Fureur épique. Il s'en sort plutôt bien. Selon les Nations Unies, environ 20 000 navires marchands sont maintenant bloqués à l'extérieur du détroit d'Ormuz. L'Iran utilise tout ce qu'il a dans son arsenal, des drones et missiles anti-navires aux vedettes rapides chargées d'armes et d'explosifs, pour rendre ce détroit trop dangereux à traverser. L'Iran autorise cependant le passage de certains navires, mais uniquement ceux qu'il considère comme non hostiles, c'est-à-dire les navires qui ne participent pas et ne soutiennent pas d'actes d'agression contre l'Iran. Les navires ayant des liens avec les États-Unis sont bloqués, et dans certains cas, attaqués. Il en va de même pour les navires marchands, battant pavillon de pays, ayant même une relation légèrement positive avec les États-Unis. L'Iran dit en gros que tout navire marchand provenant d'un pays qui n'est pas un allié direct et enthousiaste de l'Iran est en danger. Et c'est un problème majeur, surtout pour les États-Unis, s'ils considèrent l'opération Fureur épique comme une campagne à long terme visant à renverser le régime iranien. En temps de paix, le détroit d'Ormuz est essentiel pour les industries mondiales du pétrole et du gaz. La BBC affirme qu'environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux transitent chaque année par cette seule voie navigable. Le blocage de ce détroit a causé d'importants chocs sur les prix dans ces secteurs, ce qui montre que l'Iran joue là sa seule grande carte contre les États-Unis. Même si l'infrastructure militaire iranienne est détruite sur terre, l'Iran peut toujours utiliser ses vedettes rapides pour verrouiller le détroit d'Ormuz. Ces vedettes rapides, souvent de simples hors-bords armés, sont difficiles à contrer car elles peuvent rapidement atteindre et endommager les navires marchands. Après avoir touché leur cible, elles se replient vite pour se cacher. Personne n'emploie ces vedettes rapides contre les navires de guerre américains actuellement. Mais ce n'est pas le sujet. L'Iran est capable de dissimuler de petits ports tout le long de la côte du détroit d'Ormuz, et il utilise ces ports pour lancer ses vedettes rapides, ce qui conduit à un type de blocus asymétrique. Cela fonctionne car aucun capitaine de navire marchand ne veut prendre le risque de naviguer tant que ses vedettes sont dans les parages. Nick Brown de Jane, qui est une société de renseignement en défense, explique à la BBC que l'Iran pourrait, en théorie, maintenir ce type de menace indéfiniment. Les forces iraniennes excellent dans les tactiques de leurre, camouflage et subterfuge. Brown remarque que nombre de leurs petites armes peuvent être dissimulées dans des véhicules commerciaux, cachés dans des bâtiments ou hors de vue, le long de la côte iranienne. Ajouter les PMF opérant depuis l'Irak à l'équation est exactement ce que les États-Unis veulent éviter. Certes, la côte irakienne sur le golfe Persique ne fait que 58 km, soit environ 36 miles de long. Mais elle se trouve au nord du golfe Persique, obligeant les États-Unis à contourner le détroit d'Ormuz pour y accéder. Et ce, sans considérer que les PMF pourraient lancer drones et missiles anti-navires depuis l'Irak pour viser des navires dans le détroit d'Ormuz. Le décollage de la Hadix en Irak n'était pas seulement lié à la destruction d'une base des PMF. Il s'agissait aussi de montrer à l'Iran que les États-Unis sont prêts à gérer ses forces supplétives, surtout si elles menacent le détroit d'Ormuz. En restant sur ce détroit,
Pouvez-vous deviner quel avion américain y a été déployé pour contrer ce que Human Rights Watch qualifie de crime de guerre de l'Iran, c'est-à-dire l'attaque de navires marchands avec vedettes rapides et drones? Si vous avez répondu l'A-10, alors félicitez-vous. Ce qui est clairement l'un des avions les plus polyvalents de l'arsenal américain est également déployé dans le détroit d'Ormuz, où il a mitraillé les vedettes rapides iraniennes avec les mêmes canons de 30 mm qu'il a utilisés pour détruire la base du PMF en Irak. Le général Dan Kane, qui est le président des chefs d'état-major interarmés, l'a confirmé le 19 mars en déclarant « L'A-10 Warthog est désormais en vol sur le flanc sud et traque et détruit les embarcations rapides d'attaque dans le détroit d'Ormuz. » Ces A-10 sont maintenant accompagnés d'hélicoptères Apache, permettant aux États-Unis de déployer une puissance de feu à basse altitude dans le détroit d'Ormuz. Le A-10 est idéal pour ce type de mission. Il a été conçu pour détruire à courte portée des cibles au sol, comme des unités mécanisées, en soutien aux forces terrestres. Attaquer des vedettes rapides dans le détroit d'Ormuz diffère de cette mission. Mais l'essentiel ici, c'est que le A-10 peut voler suffisamment bas pour se mettre à portée de canon de ses vedettes, et il peut ensuite les pulvériser rapidement. Et de façon bien plus économique qu'un avion de chasse qui doit rester en altitude et ne peut tirer que des missiles coûteux sur ses vedettes. À ce stade, l'A-10 est clairement devenu un appareil clé pour les États-Unis à l'aube de la prochaine phase de l'opération Fureur épique. Mais voici quelque chose de fou. De nombreux membres de l'armée américaine demandent le retrait de l'A-10 depuis des années. Defense One note que certains aux États-Unis pensent que l'A-10 devrait être retiré pour que l'US Air Force privilégie des appareils aptes à rivaliser avec la Chine et la Russie. Et le même média note même que le F-35, qui s'est lui-même révélé très efficace lors des premiers jours de l'opération Epic Fury, grâce à ses capacités furtives, avait autrefois été proposé comme remplaçant direct de l'A-10. Mais alors que les A-10 américains détruisent des bases de milices iraniennes et se révèlent très efficaces dans le détroit d'Ormuz, ces critiques devraient sûrement s'apaiser. La réalité, c'est que l'A-10, malgré le fait qu'il ait été introduit en 1976, reste un avion extrêmement efficace lorsqu'il est déployé dans une région où les États-Unis ont établi la supériorité aérienne. C'est exactement ce que l'Amérique a fait en Iran. Vu les vieilles armes anti-aériennes utilisées sans succès par les forces de mobilisation populaire contre l'A-10 ayant frappé leur base en Irak, les États-Unis n'ont guère à craindre la défense aérienne lors d'attaques sur des bases isolées de milices irakiennes. l'A-10 est un appareil doté d'un canon meurtrier, capable également de transporter jusqu'à 7200 kg, soit 16 000 livres d'armement variés, comprenant des bombes, aussi bien non guidées que guidées, des missiles, des roquettes, des leurres et des paillettes. Et The National Interest ajoute que les longs états de service de l'A-10, ainsi que ses nombreux exploits dans les conflits depuis les années 1970, plaident en faveur de son statut d'appareil le plus réussi de l'arsenal américain. Bien sûr, il est ancien. Il est moins rapide que de nombreux chasseurs américains, et n'a pas la furtivité d'un F-35 ou d'un B-2. Mais lorsqu'il est confronté à un ennemi dont le réseau de défense aérienne est soit détruit, comme l'Iran, soit peu sophistiqué, comme les PMF, eh bien, l'A-10 reste un appareil très performant. Les A-10 américains ne sont pas encore prêts à tirer leur révérence. Ils sont trop occupés à détruire des bases, anéantir des vedettes rapides et prouver à l'Iran et à ses milices qu'il reste du potentiel dans une cellule d'avion jugée obsolète. Nous avons dit plutôt que les hélicoptères Apache ont rejoint les A-10 dans le détroit d'Ormuz, renforçant la puissance de feu à basse altitude des États-Unis contre les vedettes rapides iraniennes. Ces hélicoptères d'attaque frappent durement l'Iran, avec des missiles Hellfire et de puissants canons à chaîne, et ils apportent bien plus au détroit que ses seules armes. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre toute notre couverture de l'opération Epic Fury.